Cette compagnie mérite-t-elle avoir une place dans notre watchlist? C'est ce qu'on va essayer de faire en date de jeu en posant essentiellement les questions qui comptent du point de vue quantitatif. On va également s'aider de l'un des prompts ici qu'on a dans la bibliothèque de prompts. OK, essentiellement un prompt pour nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on fait, etc. Parce que personne ne connaît. Enfin, moi, je connais BRP, c'est une compagnie canadienne, d'accord? So, elle a même connu quelques problèmes dernièrement ici. Bon, quelques problèmes, c'est pas de sa faute de manière globale, OK? Mais voilà. So, je connais, mais si vous ne connaissez pas la bibliothèque de prompt, vous allez en profondeur. Voilà, ici, prompt de surface, c'est un business qui vend des skidoo, donc les motos neige, les sidous, les motos marines, etc. Donc, c'est essentiellement ici un produit récréatif. Enfin, voilà, c'est un peu comme les quads, etc. Donc, c'est presque un peu des voitures, bien des VTT. Bref, c'est des produits de loisirs. Et quand on parle de produits de loisirs ici, qui sont les clients? Voilà, les concessionnaires. À qui est-ce qu'elles vendent? C'est très important. Ceux qui aiment le plein air, etc. La distribution, il faut également poser ce type de questions-là. La fréquence d'achat, cycle de remplacement est discrétionnaire, 5 ans, 8 ans. Ce n'est pas un produit indispensable. Peut-elle augmenter le prix? OK, ça dépend de la marque, etc. Et le, de comment est-ce que la chaîne, si elle est verticalement intégrée, histoire ici de contrôler ici toute la chaîne d'approvisionnement. Ensuite, en cas de récession, bien entendu, c'est très vulnérable. OK, donc techniquement, je vois déjà que c'est un business qui va avoir tendance à demander, en tout cas, selon moi, c'est un business qu'on va avoir tendance à normaliser. Donc, je ne vais pas prendre en considération les résultats en date d'aujourd'hui parce qu'ils peuvent être biaisés. Ok, je vais prendre quelque chose sur une moyenne parce que j'ai pas envie de payer, j'ai pas envie de me retrouver dans un cycle haussier en date d'aujourd'hui. Quoique, comme vous allez le voir ici, je pense qu'elle a payé près de 40% en une journée ici, mais comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas de sa faute. En tout cas, en termes d'avantage concurrentiel, comment est-ce qu'on peut appeler cet avantage concurrentiel-là? Actif immatériel, le pouvoir de la marque, ok, c'est normal, un peu comme dans les véhicules. Innovation technologique, bon, c'est pas un avantage concurrentiel, ça rentre ici dans un actif immatériel. OK? Donc, si c'est juste ça, pas très dur. Voilà, c'est pas une Rolex, c'est pas Hermès, voilà, c'est pas Ferrari. Donc, moi, je fais déjà attention à partir de ce niveau-ci. OK. So, ça reste un business, somme toute, intéressant, dépendamment du prix auquel on va me le proposer. Et comme je l'ai dit, sur ce type d'entreprise, je ne me casse pas la tête, je vais normaliser les résultats. 2 minutes, ça nous a suffi ici. On sait déjà à peu près ce qu'elle fait. On a une idée générale ici. Et maintenant, au niveau des chiffres, qu'est-ce qu'on va faire? On va littéralement accélérer à partir de ce niveau-ci. Et donc, croissance des revenus, première chose qu'on regarde. Et comme on peut le voir ici, de manière globale, les revenus sont croissants. OK? Et là, c'est la pandémie ici. Donc, après la pandémie, elle a connu une très belle période, etc. Les gens, voilà. Ça peut être compréhensible. Mais ce n'est jamais durable, les amis. Faites très attention parce que ces entreprises paraissent sous-évaluées, surtout en période de haut cycle. Donc, marge brute stable. Vous voyez que la marge brute est sous pression ici. Donc, on peut bien voir qu'il y a des problèmes au niveau de la... Pas des problèmes, mais ça peut également... Pas des problèmes en tant que tel, mais au niveau ici des matières premières pour produire euh, ces différents véhicules-là. Il y a une pression. OK? Mais ça reste correct. OK? Ça montre que c'est une entreprise qui a quand même une certaine envergure. Donc, en termes d'EBITDA, je vois tout ça avec uniquement avec les marges, OK? Dans ce genre de business. Marge EBITDA, parce que pour une entreprise qui n'est pas assez forte dans ce domaine, quand il y a une pression au niveau des matières premières, ça s'effondre littéralement au niveau de la marge brute. Et ça montre également qu'elle n'a pas trop de pricing power. Ici, c'est plutôt correct. OK? Marge EBITDA vont dans le même sens, etc. Bon, ça, c'était hier. OK? Nombre d'actions, rachat massif d'actions, j'aime ça. OK? Net income et free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? On les met sur le même graphique ici, sur une longue période de temps, on met ça comme ça. Oui, les free cash flow et net income ont vraiment tendance à aller dans le même sens. Quand bien même on a perdu de l'argent, on pense avoir perdu, enfin, selon le marché, on a perdu de l'argent ici, en fait, on n'a pas perdu d'argent. Donc, c'est un business qui rapporte énormément de cash. Donc, ce que moi je fais, très simple, je suis ici. Alors, la période actuelle, il faudrait que j'aille dans les rapports annuels, vérifier pourquoi est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent cette période-ci. Peut-être, voilà, le taux de remplacement est bien plus élevé. Le parc est peut-être vieillissant, ou bien on a un produit qui marchait très très bien, mais globalement, je veux comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, ce n'est peut-être pas durable. C'est la récurrence qui m'intéresse. Je ne veux pas me retrouver dans un business où on génère 1 milliard de free cash flow aujourd'hui, tout simplement parce que la période est bonne. On a peut-être un produit qui marchait très très bien, il y a très peu de concurrents, ou bien nos concurrents les plus proches ont eu peut-être des rappels de produits. Bref, il y a beaucoup d'éléments derrière. Quand je vois leisure product, je normalise toujours les résultats. Quand je vois consumer discretionary, taux d'intérêt, ça va compter dessus. Donc, il faut faire attention également au channel stuffing. Donc, faites attention. Il faut toujours aller regarder qui sont les distributeurs de ces entités.
Parce que pour vendre un motoneige, excusez-moi, mais c'est rare qu'on achète en ligne. Donc, on va aller regarder chez le concessionnaire, etc. Donc, il faut faire attention. Parce que si elle a un pouvoir de négociation sur le concessionnaire, elle peut forcer le concessionnaire à prendre des produits. Vous allez penser il y a du free cash flow, il y a des bénéfices nets qui rentrent, alors que techniquement, c'est essentiellement, des comptes recevables qui vont avoir tendance à augmenter. Bref, faites attention. Alors, pour moi, et comme je l'ai dit, pour approfondir, je vais devoir aller dans les chiffres. Je ne paye pas plus de 550 $ l'action ici. 550 millions ici. Pour moi, je prendrais ces free cash flow moyens, pas les free cash flow des 3 dernières années. Je prends les free cash flow des 5 dernières années. Tangible book value ici, bon, est-ce que ça vaut la peine d'aller regarder ça? Non, je pense que c'est pas la peine. Mais voilà, c'est quand même intéressant. Peut-être qu'il y a des actifs intangibles ici. Des actifs tangibles peut-être très élevés ici, on ne sait pas. 550 millions. Je sais, vous avez vu 547. Je suis pas là pour la précision. On gagne plus d'argent en date d'aujourd'hui. Peut-être que selon les analystes, on va gagner plus d'argent demain ici. Donc, BRP Inc. Donc, voilà. Ils s'attendent, voilà. En termes de bénéfices opérationnels ici, sur les années à venir, on s'attend à moins que ça demain. Tant mieux, mais déjà à partir d'ici, moi, je préfère normaliser. OK? Donc, comprendre pourquoi est-ce qu'on gagne autant aujourd'hui et essayer de me projeter dans le futur, toujours en réfléchissant en termes de récurrence. Peut-être qu'elle a pris de plus en plus de parts de marché parce qu'en normalisant comme ça, je suis en train de dire ceci. Cette compagnie, elle est sur les 5 dernières années, elle a généré au moins 547 millions. Aujourd'hui, elle génère près de 900 millions, donc plus que ça. Il y a de grandes chances que demain, qu'elle puisse au moins générer 547 millions en moyenne. Et pour moi, c'est suffisant. Parce que tôt ou tard, le bénéfice va avoir tendance à diminuer. Tout simplement parce que c'est un business cyclique. Les clients vont moins commander, peut-être parce que le cycle de remplacement est passé. Et donc, il faut faire très, très attention avec ce genre de business. Donc, je prends les 5 dernières années. OK? Je pense que ça couvre à peu près le nouveau cycle ici. En sous-entendant que sur les années à venir, quand le cycle va redémarrer, ou bien, voilà, on sera au moins à 547 millions. OK? Faites attention avec ce genre de business. On ne paye pas les free cash flow actuels. Parce que regardez, les années précédentes, 2024, on a eu en moyenne 1 milliard ici pour se retrouver avec un chiffre bien plus bas que ça. Attention, malheureusement, en yearly, ça va bugger. Ah, c'est parfait. Oh, ça fonctionne. OK, ben c'est bien ça. Alors, là, attention, j'aurai un avis complètement différent. Pourquoi? Sur les 10 dernières années, c'est un business qui rapporte 280 millions. Sur les 10 dernières années, excusez-moi, sur les 20 dernières années, c'est 280 millions. Sur les 10 dernières années, c'est 311 et poussières. Sur les 5 dernières années, on sera à peu près à 291. Parce que je normalise les résultats. Sur les 3 dernières années, elle gagne plus. Et je ne peux pas sous-entendre que ça va continuer. Alors, je préfère me fier à ce qu'on a eu tendance à gagner sur les 10 dernières années. D'accord? C'est presque la moyenne des 5 dernières années également. Donc, on est aux alentours de 300 millions par là. OK? 300 millions. Je n'ai pas envie d'avoir précisément raison. OK? 300 millions. Je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices pour ce genre de business. Et si je mets 15 fois les bénéfices, on se retrouve à 4 milliards 500 et on a une dette nette de près de, quand je arrondis un tout petit peu, ça fait 2 milliards par là. Ça fait moins de 10 fois les bénéfices. Donc, je ne paierai pas plus que 10 fois les bénéfices de 300 millions ici. Ça donne à peu près 3 milliards. Divisé par le nombre d'actions. Le nombre d'actions ici, en date d'aujourd'hui, c'est combien? 74 millions. Donc, divisé par 74. Donc, pour le moment, mon target price est à 40. À 40, ça peut être intéressant. Mais maintenant, le travail, c'est d'aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a gagné beaucoup d'argent hier et qu'est-ce qui nous fait penser que ça va continuer ou bien qu'est-ce qui nous fait penser que ça pourrait revenir à ce qu'on a connu sur les 10 dernières années. On pourrait revenir à la moyenne. OK? Mais sur ce genre d'industrie, je fais toujours très, très attention. Parce que regardez, on gagne beaucoup, ça diminue. On gagne, ça diminue. On gagne, ça diminue. On gagne, ça diminue. On gagne, ça diminue. Bref, je n'ai pas envie de me retrouver dans ce genre de business-là. Et penser que les bénéfices actuels vont avoir tendance à perdurer. OK? C'est des cycles. C'est pour ça qu'on paye des multiples, voilà, qui se rapprochent à peu près de la moyenne des 10 dernières années. Donc, c'est ce que moi je fais. Je cours le risque de me tromper. Et ça ne regarde que moi. C'est pour ça que quand je vais avoir tendance à analyser cette compagnie, même du point de vue de dividende, je veux absolument que le dividende soit couvert par la moyenne des free cash flow des 10 à 5 dernières années. Est-ce que c'est le cas? Oui. D'accord?
60 millions, alors qu'on génère à peu près en moyenne 300. OK? Donc, pour moi, je mettrais target price à 40, je mettrais ça aux alentours ici de $40 l'action. C'est un business qui est safe. Excusez-moi, j'ai mis un peu plus de temps sur ce genre de vidéo parce que je sais que certains investisseurs se posent 1 milliard de questions par rapport à la période précédente ici. Enfin, par rapport au moins, car je pense qu'elle a connu moins 40 ou bien moins 30% ici la semaine passée, comme vous pouvez le voir ici, d'accord? En une semaine de $104 à presque $80 à l'action ici. Mais moi, je ne suis pas prêt à payer plus de $40 pour ce business. Et je peux me tromper. Comme je l'ai dit encore, ça va dépendre. En lisant les rapports financiers, je peux me rendre compte que les perspectives de croissance sont encore élevées. L'industrie, le taux de remplacement et le taux de pénétration par rapport aux produits à remplacer est peut-être assez bas. Donc, il y a de fortes chances que ça continue. Un peu comme l'idée générale que j'ai présentement dans le secteur immobilier américain, dans le sens où je sais littéralement qu'il y a une pénurie. La pénurie va prendre une dizaine d'années à être résorbée. Et encore, et juste avec la pénurie actuelle, parce que entre-temps, ça pourrait continuer à augmenter. Et je sais juste que ça dépend des taux d'intérêt. Il faut juste qu'ils diminuent. Donc, quand je vois une entité comme NVR ou bien DR Horton, ce genre de choses-là, je sais littéralement, il y a de grandes chances que le bénéfice actuel soit à peu près la moyenne, soit à peu près la même chose sur les années à venir, parce qu'on est en pénurie. Mais alors, je ne sais pas quand est-ce que le cycle va redémarrer. Ça peut prendre du temps. Et après, ça ne peut juste pas arriver sur les 5 prochaines années, peut-être sur les 10 prochaines années. Bref, se protéger au maximum. Ici, ce sont des produits pour les loisirs. Donc, excusez-moi, s'il y a une pression au niveau, s'il y a une récession, enfin, ce sont les premiers éléments qu'on va couper. Qui, selon vous, va l'acheter un motoneige ici alors que son frigo est vide? D'accord? Donc, la récurrence ici, c'est pas trop ça. Donc, je paye un $40 et ça, ce n'est que mon avis. Et cet avis-là peut littéralement changer parce que je me réserve généralement le droit de me tromper. Je n'aurais jamais dû parler aussi longtemps sur cette vidéo parce qu'on était juste là pour les chiffres. Mais vous me connaissez, j'aime donner assez de détails. Et encore, on reste même encore sur des détails de surface pour ceux pour les habitués de la chaîne. Mais bon, c'est le concept en date d'aujourd'hui, essentiellement. Est-ce qu'elle mérite d'avoir notre attention? Moi, j'aime bien ce que j'ai vu ici en tant que business. Ça ne me dérange pas. D'accord? Mais je ne paierai pas plus que $40, en tout cas à l'état actuel des choses. Si je devais uniquement me fier aux chiffres. Oui, vous allez me dire, mais elle gagne plus d'argent aujourd'hui, mais je vous ai expliqué pourquoi est-ce que je ne prends pas ce qu'elle gagne aujourd'hui comme étant quelque chose de récurrent. OK? Donc, je mets ici mon target price. Enfin, la date d'aujourd'hui, mon target price, c'est 40. Et du point de vue dette net, je ne sais même pas si on a posé la question ici. Je n'ai même pas pris la dette net tout simplement parce que le niveau de dette net ici est, comment on dit ça? Alors, la dette nette ici, du point de vue volume, c'est 2,250 milliards. Et ne prenez pas dette nette sur EBITDA sans normaliser l'EBITDA. Il faut également normaliser l'EBITDA. Parce que si je prends l'EBITDA actuel, c'est comme si ça va mettre 2,1, donc c'est gérable. Mais en réalité, la période actuelle est peut-être exceptionnelle. On gagne peut-être beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous fait penser que ça va continuer? OK? En tout cas, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Mais soyez généralement prudent. Quand vous voyez déjà consumer discretionary, à partir d'ici, demandez-vous toujours s'il faut normaliser les résultats ou pas du tout. Si les taux d'intérêt ont un impact sur ce genre de business-ci. Pourquoi est-ce que les gens achètent ce type de produit? Bref, il y a beaucoup de questions à poser, justement, pas juste en regardant les chiffres 17 fois les bénéfices et sous-évaluer la moyenne de ce qu'on a eu tendance à payer sur les dernières années. Et après, même, c'est même pas un élément que j'ai regardé ici. Donc, on va le faire. Le marché a eu tendance à payer combien de fois les bénéfices? En médiane ici, vous voyez, il paye combien? 14 fois. Moi, je le mets à 15. Je suis même gentil. OK? Parce que j'aime refuser 5 ans. Moi, je paye 10, 15, 20 et 25. Je ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices. Donc, vous voyez ici qu'en médiane, c'est 15 fois les bénéfices. Et encore, il faut normaliser les résultats. Ce qui veut dire qu'en termes d'EBITDA, quand je prends l'EBITDA du point de vue volume, OK? À ce niveau, je ne vais pas prendre l'EBITDA actuel. Je prends l'EBITDA des 10 dernières années, comme celui qui correspondait également aux 10 dernières années de free cash flow. Ça donne à peu près 860. En termes de dette nette, ici, on a quelque chose alentour des 2 milliards et poussière. Donc, on a quoi ici? 860. 860 sur 2225. Donc, ça fait 2 points. Voilà. Je vais mettre 2250 divisé par 860. Ça donne aux alentours ici de 2,6 fois l'EBITDA. Avec les free cash flow, c'est moins de 10 ans. Vous prenez ceci, vous divisez par 300, ça vous donne à peu près moins de 10 ans, mais on est déjà sur la limite. OK? Or, si je prends le volume actuel, dette nette sur EBITDA,
sans ajustement, ça nous donne quelque chose en tout de 2,1. Donc, on va vous dire que la dette nette sur EBITDA, c'est bien plus bas, que ça, le ratio est bien plus bas. Non, je pense qu'il est bien plus élevé, tout simplement parce qu'il faut normaliser les résultats. Et on normalise les résultats parce qu'on ne peut pas garantir que cette compagnie va avoir tendance à vendre le même volume de produits au même prix sur les 15 prochaines années de manière certaine. Non. Certaines années, beaucoup, certaines années, un peu moins. Et donc, vaut mieux déjà se positionner comme si vaut mieux prendre la moyenne des années précédentes enfin, en prenant comme hypothèse que les produits vendus par l'entreprise sur les 10 dernières années restent au goût du jour en date d'aujourd'hui, avec l'innovation, je ne dis pas les mêmes produits, hein, mais que l'entreprise, la marque continue à être attrayante, etc. Bref, on pourrait dire beaucoup de choses sur l'évaluation dans le secteur discrétionnaire. J'étais venu pour une vidéo de 5 minutes, je me retrouve en train de parler pendant au moins une quinzaine de minutes sur une entreprise sur une vidéo que moins de 100 personnes vont peut-être regarder. Mais bon, ça, on s'en fout. Si vous êtes là sur cette vidéo parce que vous avez peut-être du BRP, ce genre de choses-là, je tiens à vous dire une chose, les amis. Cette compagnie, c'est une bonne entreprise dans son domaine d'activité. OK? L'élément qui me fait peut-être peur, c'est la dette. Mais la dette, on ne peut pas tirer des conclusions si on ne regarde pas ça sur une longue période de temps. Et voilà. C'est un bon business qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Et je pense que c'est ce qu'on a fait tantôt. En tout cas, pour moi, mon target price est 40. J'aimerais l'avoir à peu près à ce niveau-là. Si elle n'arrive pas à ce niveau, ce n'est pas plus grave que ça. Vous avez Meta, vous avez Amazon, vous avez Microsoft, vous avez, je ne sais pas comment s'appelle l'autre entreprise, mais ces entreprises-là sont sous-évaluées au prix actuel. Et les revenus sont plus récurrents que celles-ci. Pourquoi je vais me casser la tête à aller prendre ce type de business pour y investir? Bref, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Ceci n'est que mon avis, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Pour ceux qui veulent accélérer ici leur processus d'analyse fondamentale, vous avez la bibliothèque de prompt en description de la vidéo. Si vous avez des questions, c'est dans le groupe School. Pour le reste ici, on se donne rendez-vous sur les autres vidéos, comme je le mentionnais tantôt tout à l'heure.